complexité économique. Mais en gros, c'est une étude sur la diversification du tissu économique et industriel marocain. Et vous savez par exemple qu'au Maroc, on a créé une industrie automobile presque à partir de rien. Bon, il y avait l'usine Somaca dans les années 60, mais on a presque créé cette usine à partir de rien. Mais dans d'autres pays, si vous regardez en France ou en Allemagne, les constructeurs automobiles allemands aujourd'hui, si vous aviez été voir le siècle passé, c'était des gens qui étaient, c'était des ateliers textiles. Par exemple, BMW, c'était en Bavière, une série d'ateliers textiles. Et quand la machine à vapeur, le moteur à explosion a été inventé, les gens se disaient, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce moteur à explosion? Et si on met un humain dessus, ça ne va pas être très agréable. Le moteur est chaud, ça bouge de partout, c'est dangereux, ça peut exploser, comme son nom l'indique. Et donc ils ont cherché, ils se sont dit, bon, il y a des gens dans un autre secteur qui n'avaient rien à voir avec la machine à vapeur, la métallurgie, des trucs comme ça, qui sont le secteur du textile. C'était des ateliers textiles en Bavière, et qui se sont dit, ben, nous, on a ce savoir-faire, on sait faire du textile, on sait faire de la mousse, on sait faire des sièges agréables quand on s'assoit dessus, donc on va commencer à faire des sièges, on va prendre le moteur à vapeur ou à l'explosion, et on va mettre des sièges, du tissu, on va les habiller pour que ça soit accueillant pour un voyageur qui veut monter au-dessus de ce moteur, et ça fait les voitures. Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que BMW, c'est juste une coopérative d'ateliers textiles qui était en Bavière. Et aujourd'hui, ça donne BMW. La même chose pour, je crois que c'était Citroën, si moi aussi ma mémoire ne me fait pas défaut. Je crois que Citroën, avant de faire des voitures, Citroën, leur métier à la base, ils faisaient des ustensiles de cuisine. Ils faisaient des casseroles. Donc, par quel processus est-ce que le gars qui faisait du textile en Bavière et de l'ustensile de cuisine en France s'est dit, tiens, si j'essayais d'aller dans l'automobile, un truc nouveau qui n'existe pas. C'est important de le comprendre, et il faut se souvenir de deux choses, c'est que l'innovation elle n'est pas que digitale, parce qu'au Maroc on a cette maladie courante qui est de dire l'innovation c'est que le digital, c'est forcément de la technologie. C'est pas forcément ça, ça peut être des choses très frugales. D'ailleurs vous avez un bouquin sur le Jugaad, l'innovation frugale indienne, qui est juste là dans le couloir. Ça peut être de l'innovation dans le domaine social, une innovation qui a un impact sur la société, sur l'accès à l'énergie, l'accès au traitement des déchets, l'assainissement, la soutenabilité de l'environnement, etc. Tout ça, c'est de l'innovation, hein. C'est pas technologique, mais ça reste de l'innovation. Et puis, il y a une troisième chose qui est importante. J'étais à Marrakech le mois dernier, on a lancé les nouveaux écosystèmes pour les plantes aromatiques et médicinales. Et bien là, pareil, il y a un cluster qui est labellisé par la CCG, qui va accompagner une dizaine de startups, et c'est des startups qui vont se lancer dans quoi? Dans la valorisation des espèces de plantes aromatiques et médicinales qui existent au Maroc. On en a 4200 au Maroc. Et donc cette valorisation, c'est pas digital, c'est pas technologique, mais c'est de la très très bonne innovation, et c'est typiquement le type de secteur sur lequel le Maroc peut se positionner. Alors, pour parler plus globalement de l'innovation, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de débats académiques sur qu'est-ce que c'est que l'innovation. Je crois que l'innovation, du point de vue économique, c'est d'abord un effet secondaire de la dynamique productive. Alors, la dynamique productive, c'est simplement une économie ou un secteur où vous avez des barrières à l'entrée et vous avez suffisamment de dynamisme des acteurs pour se dire, tiens, je vais aller sauter ces barrières. Donc les gens qui viennent me dire, oui, j'essaie d'être entrepreneur, j'essaie d'innover, mais c'est dur, je leur dis, ben oui, précisément, c'est parce que c'est dur et que c'est impossible que vous allez essayer, et puis peut-être échouer 30 fois, et la 31e, vous allez y arriver. Et c'est en échouant que vous allez accumuler de l'expérience. Il y a deux façons de faire, c'est soit vous essayez de faire de la R&D vous-même, et de la recherche-développement qui peut être même low-tech, dans votre coin, si vous avez les bonnes dotations factorielles, soit vous essayez d'absorber l'innovation qui vient de l'étranger. Et je vous prie de me croire que l'absorption de l'innovation qui vient de l'étranger, c'est un point très important. C'est pas tous ceux qui ont innové ont commencé par imiter d'abord. Et quand je dis l'imitation, nous on parle souvent de ça, on dit souvent oui, les Arabes ont transmis la philosophie grecque à l'Europe. Mais comment ils ont transmis? D'abord, un, ils n'ont pas fait exprès, et deux, comment ils ont fait? Ils ont traduit cette philosophie du grec vers l'arabe. Et c'est dans la traduction, qui est une forme d'imitation très déloyale,
Dans cette traduction, ils ont commencé à masteriser ces concepts, ces technologies, ces choses-là. Donc dans l'imitation, vous allez commencer à maîtriser ces innovations et à les ramener dans votre contexte social et économique. Et ça, c'est important pour le Maroc. Cette dynamique productive, elle arrive quand on a des secteurs économiques qui sont contestables. Souvent, l'idée, c'est de se dire, oulala, dans tel secteur, il y a un monopole, ils ont réussi à élever des barrières à l'entrée et à la sortie, ce qui fait que c'est très difficile d'entrer sur ces nouveaux marchés. Et en fait, il y a toujours quelqu'un d'assez fou pour se dire, moi, je vais réussir à sauter cette barrière. Et c'est exactement ce résultat-là auquel il faut qu'on arrive. Donc la politique d'innovation, ça comprend de la politique de la concurrence, parce qu'il faut quand même que les règles du jeu soient fair play, pour que les nouveaux acteurs qui arrivent puissent être en situation d'innover et de rentrer sur ces nouveaux marchés, et surtout de contester aux monopoles ou aux oligopoles qui sont en place. Il y a la question de la politique technologique et de l'entrepreneuriat. Et de ce point de vue-là, quand les trois facteurs se rejoignent, vous avez une situation d'innovation qui est toujours... tout le monde en parle, mais personne n'a jamais vu l'innovation. Donc il faut essayer de s'y mettre, et il faut essayer d'avoir des groupes qui sont hybrides. Si vous avez à la fois des gens qui font de la pédagogie à l'école, si vous avez à la fois des chercheurs qui font de la réduction scientifique dans leur laboratoire, et si vous avez à la fois des entrepreneurs dont le métier c'est de gérer leur trésorerie et d'avoir un modèle d'affaires, ben, quand les trois arrivent à collaborer ensemble, vous avez un résultat qui s'appelle l'innovation, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire au Maroc. Alors, la difficulté au Maroc, c'est que l'essentiel de la R&D est financé par le secteur public aux 3/4. Donc ça, c'est le premier problème. Quand vous allez vouloir innover, vous allez devoir chercher des financements. C'est pour ça que je suis intéressé par les conférences que vous avez aujourd'hui et les présentations, parce qu'on a des financements dans la salle. Ensuite, vous allez devoir comprendre ce qui vous anime. Alors, comprendre ce qui vous anime, se connaître soi-même, c'est presque la chose la plus difficile à faire. Comprendre ce qui nous fait marcher dans la vie, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et parfois, peut-être, il faut accepter d'aller vers l'échec et peut-être même d'échouer le plus rapidement possible. Si vous arrivez à échouer rapidement, vous remontez rapidement sur scène, et donc vous arrivez à avoir cette courbe d'apprentissage tout au long de votre vie, où vos échecs sont de moins en moins conséquents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que dans telle situation, vous réagissez comme ça, et vous utilisez ça pour faire un modèle d'affaires ou pour avoir une trajectoire professionnelle qui vous aide. Alors, je voudrais dire une dernière chose, c'est que quand on saute les barrières à l'entrée, quand on parle de barrières à l'entrée, il faut se souvenir qu'on est sur le continent africain. Et le continent africain, c'est le continent le plus fragmenté de la planète. Fragmenté parce que les principales capitales sont lointaines les unes des autres. C'est le continent où les coûts de logistique sont les plus élevés. Pour se déplacer juste de 1000 km à l'intérieur du continent, c'est 2 fois et demi plus cher que de se déplacer à 12 000 km entre l'Afrique et l'Asie. Et vous avez tout un tas de réglementations. Vous avez un continent entier qui fait à peu près le PIB, moins que le PIB de l'Allemagne, mais qui est divisé en 55 ou 54 États. Donc imaginez l'Allemagne divisée en 55 slides, c'est ça qui rend la situation difficile en Afrique. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, plus c'est difficile, plus il y a de barrières à l'obstacle, plus vous savez que vos compétiteurs en innovation vont être découragés. Donc si vous y allez, si vous êtes assez fou pour y aller, vous allez réussir à résoudre un problème que personne d'autre n'a résolu, et donc vous allez avoir un marché pour ce problème-là. Alors je donne un exemple, puisqu'on parle d'Afrique. Il y a une start-up marocaine qui s'appelle Wigo, W-E-E-G-O. Ils se sont lancés d'abord, ils ont commencé au Sénégal, à Dakar. Alors Wigo, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez peut-être l'application Waze, qui vous indique où aller. Alors c'est Waze qui utilise, comme en Afrique on a beaucoup de data, mais elle est très fragmentée, c'est pas comme en Chine. En Chine, vous appuyez sur un bouton, et vous avez toute la data de tout le monde, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, il y a les agences fédérales, vous avez vu l'ordre présidentiel de Trump il y a quelques jours, pour demander à toutes les agences fédérales d'avoir une politique de données et une politique d'intelligence artificielle. En Afrique, il n'y a personne qui va prendre ces ordres. En Afrique, on n'a pas la même situation, on a beaucoup d'obstacles, beaucoup de fragmentation. Mais dans une situation de fragmentation, quand c'est réputé impossible à faire, ce qu'a fait Wigo, elle a dit ok, l'information, elle est chez les utilisateurs de transport public.
Donc au lieu d'essayer d'avoir de l'info, de la data sur le comportement des bus, des trains, en allant chez les régies de transport collectif, qui ne vont pas vouloir donner la data, etc., je vais demander directement aux utilisateurs. Et donc je vais utiliser la sagesse de la foule pour construire une plateforme de données. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par une ligne de train qui desservait un quartier universitaire à Dakar. Et l'application a été téléchargée 14 000 fois, dont 60% je pense sont payants, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de payer une prime pour utiliser l'application, et puis mettre la donnée sur cette application-là. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est comme si Waze s'occupait non pas de votre voiture, mais de toutes les bus de lignes de tram, de bus, de taxi, etc., qui vous permet de ne pas attendre au stop de bus ou là de taxi. Vous savez exactement à quelle heure arrive quelqu'un dans le bus, va vous prévenir que le bus arrive à votre station dans tant de minutes. Et donc ça vous permet de sortir de l'emprise des entreprises de transport public qui n'aiment pas communiquer sur leur retard, qui n'aiment pas communiquer sur les tarifs, les politiques de tarifs, etc. Donc ça vous permet de sortir de ce truc-là. Ils ont testé ça avec 14 000 utilisateurs à Dakar et maintenant ils sont en train de le lancer à Kharibga selon le même modèle, un quartier universitaire avec des écoles et une ligne vers les bassins de logement, enfin, là où habitent les gens. Et ils commencent à tester ce truc-là. Et c'est le deuxième test. Et l'idée, ce serait de généraliser ça dans toutes les villes au Maroc. Alors pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que c'est un exemple précis d'une innovation qui répond à un obstacle, une barrière à l'entrée que tout le monde a jugé impossible. Tout le monde a dit pendant des années, ouais, Uber c'est à Chicago, mais au Maroc ça ne marche pas, et en Afrique ça ne marchera jamais, et on n'a pas assez de politique de données, on n'a pas assez de plateformes, on n'a pas des États qui collaborent entre eux pour créer ces données-là, donc on n'y arrivera jamais, etc. Mais c'est quand vous voyez un mur devant vous que le gars qui est complètement dingue, qui se dit non, moi je vais essayer de trouver un moyen, quel que soit le moyen, je vais trouver un moyen, et il commence à attaquer le mur avec une toute petite pioche de cette taille-là, mais le gars, à 5 ans plus tard, il a réussi. Ben, ces gars-là, ils ont lancé à Dakar, ils sont à Kharibga, et bientôt ils vont pouvoir passer à l'échelle au Maroc et peut-être même dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un peu ça l'innovation, c'est d'avoir juste le petit grain de folie suffisant pour se cogner la tête contre le mur une trentaine de fois. Je sais que ça fait mal, mais la 31e fois, vous devenez BMW qui est passé du textile à l'automobile, vous devenez Ouigo qui va passer du Maroc et du Sénégal à toute l'Afrique, vous devenez quelqu'un qui devient le nouveau monopole contestable et le nouveau mur que les autres vont venir se cogner. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'il y a un Facebook Live, j'insiste. Merci beaucoup.